Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur l'approche gériatrique en cancérologie. Donc, je suis Bérangère Beauplé, médecin gériatre et coordinatrice de l'UCOG Normandie. Bonjour, je suis Priscille Lebon, je suis infirmière en pratique avancée sur la coordination d'Onco-Normandie au niveau de l'oncogériatrie. Alors tout d'abord, avant de commencer la présentation, nous voulions faire un petit sondage auprès des participants pour savoir ce que représente pour vous une personne âgée. Et on peut faire un petit nuage de mots-clés. Si vous pouvez effectivement taper, vous allez recevoir dans la petite fenêtre qui va apparaître dans votre écran un petit sondage qui va permettre de pouvoir effectivement récolter les différents mots-clés que vous pouvez nous citer. On va revenir sur la présentation. Donc, effectivement, l'objectif, en fait, globalement de l'oncogériatrie, c'est de pouvoir implémenter l'approche gériatrique, la gériatrie étant la médecine des personnes âgées. Alors là se pose la question aussi de la définition de la personne âgée, puisque selon l'OMS, c'est 60 ans. À partir de 65 ans, dans tous les protocoles de recherche et également aux États-Unis. En France, en fait, le G8 encodage, que nous aborderons plus tard, l'outil de dépistage des fragilités en cancérologie, est validé dans une population à partir de 70 ans. Donc l'idée, en fait, parce que vous verrez que l'âge civil en soi n'est pas un critère forcément très évident à mettre en place pour essayer de séparer en fait des populations, identifier ces populations. L'idée, c'est d'aider à identifier les fragilités dans une population vieillissante que prennent en charge les équipes d'oncologie et d'hématologie pour pouvoir adapter au mieux le projet thérapeutique et accompagner ces patients en proposant des interventions parallèles aux soins du cancer. Alors, quand et comment l'implémentation gériatrique en cancérologie va intervenir ? Ça va couvrir de l'étape du diagnostic, en fait, jusqu'à éventuellement la décision de soins palliatifs, où là, effectivement, on va orienter les patients vers les équipes et les réseaux de soins palliatifs de proximité. À partir du diagnostic du cancer, se pose la question du dépistage ou de l'identification des fragilités. Donc, ça va être un petit peu le plan de notre intervention pour ce soir. En fait, effectivement, c'est à chaque étape, en fait, essayer de détailler un petit peu plus de quelle façon on peut améliorer la prise en charge des patients âgés. Ensuite, eh bien, c'est parmi ces patients identifiés comme fragiles, potentiellement fragiles, leur proposer des évaluations approfondies. Et on parle d'évaluation des capacités, des performances physiques et cognitives, notamment, avec des échelles validées et comment on les interprète. Ensuite, eh bien, il y a des interventions à proposer, à implémenter dans le plan personnalisé de soins pour optimiser, pour essayer de rendre réversibles ces fragilités et mieux accompagner le patient. Et puis, il y a cette étape d'avis sur la faisabilité du traitement et la prédiction des complications potentielles. Et donc, tout cela doit, si possible, en tout cas, on essaye de le faire en amont de la première ligne de traitement. Mais bien sûr, même une fois le traitement commencé, il y a aussi des besoins qui peuvent qui peuvent émerger aussi, ou s'accentuer pendant le traitement oncologique ou après une chirurgie. Et donc, là aussi, il y a parfois aussi besoin d'une intervention. Alors, donc voilà, nous allons effectivement commencer dans l'intervention à vous aider à identifier quel patient nécessite une évaluation gériatrique personnalisée, comment réaliser les évaluations approfondies, préconiser des interventions efficaces et sécurisantes pour essayer de maintenir l'autonomie et la qualité de vie des patients, essayer d'anticiper, éviter les réhospitalisations non programmées pendant le traitement du cancer et éviter les séjours prolongés à l'hôpital. Voilà. Donc, dans la première étape de dépistage, identification des fragilités, alors c'est une diapositive empruntée à Étienne Brun, et en fait, bon, elle représente la population française, hein, il y a à peu près 60 millions d'habitants, un quart de moins de 18 ans, un quart de plus de 65 ans.
Et dans cette population de plus de 65 ans, il y a une certaine hétérogénéité face au vieillissement, avec des personnes, comme vous le voyez, qui restent robustes et valides. Il y a à peu près 10% des personnes qui vont présenter un vieillissement pathologique et une dépendance rapide, et puis d'autres qui ont des fragilités progressives. Alors, dans la population de patients en cancérologie, bon là, les proportions ne sont pas tout à fait respectées puisque il y a environ à peu près 2000 cas de cancer chez les moins de 18 ans chaque année, mais un peu plus de 360 000 chez les adultes. On essaie de faire un petit peu de représenter en fait cette part dans la population qui a un nouveau diagnostic de cancer. Il y a quand même effectivement 60% qui ont plus de 65 ans, un tiers qui a plus de 75 ans. Donc, les personnes âgées représentent une grande part, en fait, de la population traitée en cancérologie. Et en fait, voilà, l'idée d'identifier des fragilités. Alors, vous voyez, les patients qui ont un déambulateur ou une canne, c'est déjà évident qu'ils sont fragiles. Donc, ces patients-là, d'emblée, on peut se poser la question, effectivement, d'une évaluation gériatrique s'ils ne sont pas déjà pris en charge, parce que s'ils sont déjà suivis par une équipe gériatrique, il n'y aura pas besoin de demander un avis spécifique supplémentaire auprès d'un gériatre spécialisé en cancérologie. Mais la question, c'est parmi ces patients de plus de 65 ans qui ont l'air robustes de premier abord, et bien derrière, il y a parfois des fragilités qu'on peut découvrir en faisant leur passer des tests particuliers pour évaluer leur capacité physique, psychologique et cognitive. Alors, effectivement, avant de passer la parole à Priscille, voilà, l'INCa, en fait, recommande l'utilisation du questionnaire G8 encodage pour identifier les fragilités chez les patients âgés. On vous le présente ici et vous avez le QR code pour accéder aussi au site de l'INCa pour l'avoir si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'items sur la nutrition. Comme vous l'avez cité dans les nuages de mots, la dénutrition, effectivement, était un critère important de fragilisation en fait des personnes âgées. Il y a effectivement un item sur la motricité, une sur le domaine psychocognitif. Et il y a une question un peu plus subjective en fait qu'il faut poser aux patients sur la façon dont il perçoit sa santé aussi par rapport aux autres personnes de son âge. Bien sûr, la question de la polymédication, alors là, le seuil est assez bas puisque c'est à partir de 3 médicaments, donc vous vous rendez compte qu'il y a effectivement beaucoup de personnes âgées qui ont plus de 3 médicaments. En général, on parle de polymédication à partir de 5 médicaments. Et l'âge civil. Alors, dans le parcours du patient âgé en cancérologie, il y a différentes opportunités pour réaliser ce questionnaire G8 encodage qui prend 5 minutes à réaliser. Dès la suspicion de cancer sur la découverte d'une masse, par exemple visuelle, très suspecte, ou bien au moment de l'imagerie, en fait, diagnostic ou du bilan d'extension, lors de la biopsie. Et puis, bien sûr, à l'annonce diagnostique par le spécialiste du cancer. Idéalement, ce score G8 encodage doit être saisi dans la fiche RCP au moment de la discussion du projet thérapeutique, puisque ça doit effectivement rentrer en ligne de compte dans la décision thérapeutique. Donc, il y a différentes opportunités en amont de la décision de traitement. Alors bien sûr, en cas de rechute ou de progression, la question peut se poser à nouveau de réévaluer la fragilité des patients, parce qu'ils peuvent ne pas l'être au début d'un parcours en cancérologie, mais le devenir au fil du temps. Et en cas effectivement de score G8 encodage égal ou inférieur à 14/17, le patient peut être adressé vers une évaluation gériatrique approfondie. Alors, du coup, je vous ai listé tout à l'heure les différents items de G8 encodage. Alors, pour continuer justement, eh bien ce G8 encodage, il a malgré tout des avantages que, bien que tous les oncologues aient du mal à se l'approprier. Il a, au-delà de dépister des fragilités, il a l'intérêt
d'avoir une valeur pronostique en fait sur la survie des patients. Vous avez des courbes de survie ici qui viennent de 2 études, en fait, une en oncologie en Belgique et puis une autre en Autriche dans les pathologies hématologiques. Donc autant dans les tumeurs solides que dans les hémopathies malignes, ce G8 encodage a montré sur des grandes cohortes en fait que quand il est normal, globalement, c'est plutôt un élément positif pour le patient en termes de pronostic, alors qu'effectivement, lorsqu'il est anormal, il est associé à une moins bonne survie. Et donc, c'est là d'autant plus la nécessité de peut-être réajuster le projet thérapeutique afin qu'il soit peut-être moins intensif ou moins toxique. Voilà. Alors, l'identification des fragilités, il pourrait améliorer, hein, puisque la sensibilité et spécificité du G8 encodage sont à 76, respectivement à 76 et 64%. Alors, il y avait d'autres tests en fait de dépistage qui ont été déjà évalués dans d'autres pays également, comme le questionnaire VES13, hein, peut-être certains ont entendu parler. Mais vous voyez que globalement, la valeur prédictive, enfin les valeurs statistiques en fait, hein, les performances statistiques, pour l'instant, aucun test n'a pu vraiment dépasser de façon spectaculaire le G8 encodage, et donc ce questionnaire qui est français et qui a été diffusé en France et dans d'autres pays, utilisé dans d'autres pays comme vous avez pu le voir, est quand même intéressant pour confirmer en fait des fragilités, ou en tout cas plutôt rassurer s'il est normal sur l'absence de fragilité. Il faut savoir que quand même 2/3 des patients, en gros, ont quand même un score anormal à 14 ou 17. Donc c'est vrai que ça représente encore une grosse partie de la population qui nécessiterait une évaluation gériatrique un peu plus poussée. Donc c'est aussi l'intérêt peut-être d'associer, lorsqu'on identifie des fragilités, d'autres paramètres. Vous avez vu qu'effectivement, ils ne recueillent pas la notion d'antécédent de chute et d'isolement social, mais non, au niveau cognitif aussi, la question relative à la dépression, à la démence sont quand même peu sensibles, puisqu'il y a quand même moins de patients, enfin, en fréquence, assez peu de patients déments dans la population âgée non cancérologie. Ce qui est intéressant, c'est aussi de dépister les troubles cognitifs par le Minicog, qui est un petit test de dépistage cognitif où on demande aux patients d'apprendre 3 mots, de dessiner une horloge et de restituer les 3 mots appris juste avant. Et là, en fait, on est parfois surpris de découvrir des troubles cognitifs, en fait, ce Minicog ayant une pertinence et pour évaluer la mémoire et les fonctions exécutives. Comme vous voyez, le dessin de l'horloge, en fait, permet d'évaluer la capacité de la personne à planifier en des tâches. Et ça, c'est très important, notamment pour évaluer les capacités d'observance médicamenteuse orale. Et vous voyez que dans cet algorithme décisionnel de prise en charge des cancers de la prostate, bien ces deux items, hein, le G8 encodage et le Minicog, font partie en fait de la base en fait pour dans l'algorithme de décision thérapeutique pour identifier des personnes fragiles. Alors celles qui aura Minicog et un G8 normal sont considérées comme robustes et peuvent bénéficier du traitement optimal comme tout adulte. Par contre, si l'un des deux tests est anormal, ça nécessite effectivement une évaluation gériatrique approfondie qui pourra un peu mieux identifier le degré de fragilité des patients et orienter vers la prise en charge. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'associer d'autres tests que le G8 encodage qui, effectivement, ne couvrent pas toutes les fragilités. Donc voilà, donc Bérangère vous a déjà bien exposé l'intérêt du G8, l'intérêt aussi du Minicog, et en fait c'est au regard de ces données-là que du coup il y a maintenant un peu plus d'1 an, suite à un appel à projet de l'INCa auquel nous avons répondu avec Onco Normandie et aussi en lien avec l'URPS Normandie, nous avons proposé ce dispositif qui s'appelle DIFPAD Onco, qui permet en fait de faire le dépistage au domicile du patient des fragilités au domicile, donc par les infirmiers libéraux. Donc pour cela, en fait, nous avons donc pour cela créé plein d'outils de communication que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Onco Normandie pour présenter aussi bien aux infirmiers libéraux, aussi bien aux médecins prescripteurs qu'aux patients l'intérêt et l'objectif de ce dépistage.
Donc, comme vous le voyez sur le schéma devant vous, en fait, donc c'est évidemment pour tout patient âgé de 70 ans atteint de cancer, donc pour ainsi dire pour tous les patients que nous pouvons rencontrer au début de leur parcours, et qui n'auraient possiblement pas déjà eu le repérage via le G8 encodage. Et c'est justement par ce constat-là que en fait nous avons aussi créé ce dispositif, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que seulement 10% des G8 encodages étaient recensés dans le DCC normand. Et donc, du coup, avec encore une fois le soutien de l'URPS Normandie, nous avons donc proposé cet outil. Donc, concrètement, c'est à partir d'une prescription d'un oncologue, d'un médecin, référent du patient, d'un chirurgien ou aussi d'IPA, que du coup, que le patient reçoit, prend contact ensuite avec son infirmier libéral ou via l'URPS Normandie, l'URPS infirmier, pardon, on trouvera une au plus proche de son domicile, formée, une infirmière formée, qui pourra donc du coup répondre à cette prescription et venir donc au domicile du patient pour faire cette identification des fragilités. Donc, lors de ce moment au domicile, elle fera donc, l'infirmier libéral fera donc cette identification, fera donc le codage G8, dont Bérangère vous a parlé, proposera également un mini-cog, voilà, avec ce test de l'horloge qui permet déjà d'avoir une idée sur l'évaluation cognitive chez le patient, l'évaluation des chutes aussi, le repérage, le dépistage des chutes et aussi les fragilités sociales. Et donc, du coup, ça aidera à orienter le patient vers une évaluation plus approfondie suite à ce repérage des fragilités. Donc, suite au retour des résultats de ces infirmiers libéraux, via la téléexpertise, via thérapie, eh bien, en fait, ça permettra d'orienter le patient, si besoin, donc vers une évaluation gériatrique personnalisée, ou alors solliciter l'intervention, par exemple, d'un diététicien, d'assistant social, de psychologue, selon les besoins qu'on aura pu repérer lors de ce dépistage au domicile. Si un dépistage cognitif s'avère être anormal, dans ce cas-là, il est recommandé de prescrire la supervision de prise médicamenteuse par justement un infirmier libéral. Et surtout lorsqu'en plus de ça, il y a un projet de traitement oncologique oral. En cas de fragilité, une adaptation d'un traitement oncologique est donc à rediscuter en RCP. Donc toutes les informations sont donc à retrouver sur le site. Donc là, on va vous proposer un sondage à nouveau. On demande aux patients donc dans un rond déjà préfet, de remplir les chiffres des heures en mettant 2 aiguilles à l'heure de 11h10. Donc on va... Effectivement, donc au-delà de cette étape effectivement d'identification des fragilités, donc les recommandations américaines de l'ASCO recommandent bien sûr l'implémentation de l'approche gériatrique en cancérologie pour tout patient dès 65 ans et surtout devant recevoir une chimiothérapie. Et dans les recommandations, donc il y a plusieurs niveaux effectivement d'implémentation. Donc celui de faire une évaluation gériatrique approfondie, qui inclut bien sûr tous les différents domaines de l'évaluation gériatrique, de réaliser effectivement une évaluation pronostique en fait et les risques du traitement oncologique. Et puis aussi de mettre en œuvre des interventions ciblées, puisque l'idée c'est de ne pas rester fataliste face aux fragilités des patients âgés, ce qui malgré tout on rencontre fréquemment. Les patients et les médecins généralistes sont parfois eux-mêmes très fatalistes sur la survenue d'un vieillissement pathologique et de fragilité et de la dépendance, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'interventions à mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que les patients puissent vieillir le plus longtemps possible dans les meilleures conditions et éviter donc la dépendance et les chutes. Voilà. Donc, pour réaliser une évaluation un peu plus approfondie, au-delà de ce qu'on vous a cité de G8 encodage et du DIFPAD onco, donc bien sûr, il y a toute la question de l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, évaluer les performances de marche, évaluer bien sûr de façon un peu plus approfondie l'état nutritionnel et les ingestats, les capacités cognitives, l'état thymique, c'est-à-dire l'état thymique
dépister la dépression, les signes dépressifs, et puis bien sûr évaluer de façon précise les comorbidités, c'est-à-dire les autres pathologies chroniques que vont présenter les patients âgés avec un cancer, car c'est rare qu'ils aient seulement leur cancer. En fait, ils ont souvent bien d'autres pathologies, et surtout identifier si les autres pathologies sont graves également et vont peut-être mettre en jeu elles aussi le pronostic du patient ou déstabiliser le parcours de soins en cancérologie. Donc le mini-COG en fait a été le mini dataset, pardon, ce G-code, ce minimum d'évaluation est recommandé sur le plan international suite à un consensus. Et effectivement, au-delà de ça, il y a aussi des tas d'autres échelles, en fait, comme vous le voyez, qui sont recommandées pour évaluer les différents domaines de l'évaluation gériatrique qui sont listés sur ce tableau. Donc, selon les pays, effectivement, il y a des habitudes et des échelles qui sont utilisées de façon courante. Et donc, toutes ces échelles sont valables pour réaliser une évaluation approfondie. Donc, en résumé, voilà, je reprends, c'est la parole à Oui. Donc en fait, voilà, en résumé, les différents domaines que nous pouvons évaluer lors de cette évaluation approfondie sont donc la dépendance avec le contexte social, la marge d'équilibre et risque de chute, la douleur, l'état nutritionnel, le domaine psychocomportemental, la cognition, la polypathologie et les comorbidités, la iatrogénie et la polymédication. Et en fait, la plupart de ces domaines peuvent évaluer, donc grâce aux outils, Bérangère vous l'a dit, et donc peuvent être évalués par un infirmier formé à l'oncogériatrie. La iatrogénie peut être, elle, évaluée par un pharmacien. Et l'évaluation des comorbidités et les interventions gériatriques peuvent être réalisées par un IPA aussi. Voilà. Et donc, aux USA, en l'absence de gériatre, l'oncologue formé à la gériatrie réalise l'évaluation pronostique et médicale. Alors, au-delà de ces évaluations, de ces tests, de cette batterie, en fait, effectivement, d'échelles, bien, c'est pas forcément qu'avoir des scores et des scores encore, c'est bien sûr de pouvoir proposer des interventions en fonction des problématiques identifiées pour pouvoir consolider l'état de santé du patient au mieux. Donc, vous avez là un exemple de protocolisation d'intervention gériatrique en cancérologie, donc réalisé au Canada. Et donc, effectivement, vous avez là des exemples de domaines de problématiques identifiées et d'interventions possibles. Donc, effectivement, si on détecte des troubles cognitifs, effectivement, ça nécessitera d'être vigilant aussi sur le risque iatrogène de certains médicaments, d'éviter la confusion, d'éventuellement renforcer les aides sociales et la mise en place d'aides à domicile. Et puis de bien évaluer la capacité de compréhension aussi du patient pour consentir aux soins et aux traitements. Bien sûr, et si on constate des utilisations de médicaments inappropriés aux personnes âgées, tout cela doit aussi faire l'objet d'une intervention spécifique de modifications thérapeutiques qui seront communiquées aux médecins traitants, aux pharmaciens habituels du patient. Autre domaine d'intervention, quand il y a des difficultés pour les activités de la vie quotidienne, eh bien, il faut s'enquérir, savoir si le patient a un entourage familial aidant, s'il a besoin de soutien professionnel pour le ménage, pour les courses, etc., les transports. Et puis, bien sûr, les différents paramédicaux peuvent être impliqués dans la prise en charge, et notamment il peut y avoir un intérêt à ce qu'un ergothérapeute puisse vérifier aussi la sécurité du domicile, enfin l'optimisation de l'environnement du domicile pour faciliter le quotidien du patient. Et concernant le risque de chute, il y a beaucoup de choses à réaliser, notamment dépister aussi l'hypotension orthostatique, les carences en vitamine D, vérifier effectivement la vue et gérer d'autres problématiques, d'autres facteurs de risque associés, notamment comme l'anémie aussi. Et puis favoriser la prescription de l'activité physique, que ce soit avec un kiné ou un éducateur en activité physique adaptée. Donc pour la partie en fait qui concerne effectivement l'avis sur la faisabilité du traitement, la prédiction des complications. Alors
prédire en fait la survie des patients, c'est extrêmement compliqué. En fait, on se base sur des études de grande échelle en population âgée, qui nous indiquent un petit peu quels sont les éléments pronostiques. Alors, ce qui est très connu en fait en population générale, donc c'est le score de Lee qui peut être utilisé de façon générale en gériatrie. C'est, vous voyez qu'il y a effectivement la tranche d'âge en pondération contribue bien sûr au risque, à augmenter le risque de mortalité. Il y a dans les phénomènes pathologiques, en fait, des pathologies bien précises comme le diabète, l'insuffisance respiratoire ou cardiaque ou le tabagisme actif qui vont contribuer aussi à augmenter la mortalité. Et puis là, vous voyez des paramètres du quotidien, qui sont des paramètres aussi qui indiquent finalement un surrisque potentiel de mortalité. Donc il est vrai que des patients âgés qui arrivent en cancérologie avec une polypathologie et des difficultés pour gérer leur activité du quotidien sont des patients chez qui il va falloir vraiment prendre des précautions importantes et vraiment discuter si on attend un bénéfice du traitement oncologique. Alors, au-delà de la mortalité, il y a bien sûr aussi essayer de prédire les risques de toxicité sévère liés aux chimiothérapies. Et donc, vous avez, aux États-Unis, en fait, il y a le CARG, en fait, qui est un groupe de recherche sur l'oncogériatrie, en fait, et qui a validé un outil, en fait, de calcul de prédiction, en fait, des toxicités. Donc vous avez le lien en bas de la diapo. Et cet outil, en fait, est basé sur les différents items que vous voyez dans le tableau 1. Donc effectivement l'âge, le type de cancer, le type de chimiothérapie, bien sûr. Et en bas, en fait, les paramètres qui sont davantage gériatriques, on va dire, qui sont effectivement la baisse de l'audition, qui est associée en fait à un risque de survenue de chimiotoxicité, l'antécédent de chute dans les 6 derniers mois, la nécessité d'une assistance pour la prise des médicaments, le fait d'être limité pour marcher 100 mètres, et le fait d'avoir une activité sociale diminuée en fait à cause des problématiques physiques ou émotionnelles récemment. Donc ça, ce sont ces 5 paramètres qui figurent en fait et qui rentrent dans la ligne de compte, et qui sont associés en fait à effectivement un risque plus accru d'effets secondaires de toxicité sévère des chimiothérapies. Donc le sondage que nous vous proposons, donc, que je viens de vous citer, donc est-ce que vous pouvez cocher les propositions suivantes, c'est-à-dire donc dans le questionnaire CARG d'évaluation de risque de chimiotoxicité, quels sont les paramètres parmi ceux qui vous sont proposés qui prédisent le risque de chimiotoxicité? Alors, plus spécifiquement, en fait, puisque le CARG, le score CARG, en fait, concerne tous les cancers, les sociétés savantes qui traitent chaque type de cancer, de localisation de cancer, essayent de développer en fait des scores pronostiques spécifiques à leur cancer. Et je vais vous citer 2 exemples, celui de l'ovaire et celui des cancers ORL. Donc dans le cancer de l'ovaire, il y a eu des études menées en France par le groupe Gynéco qui ont permis de valider en fait que c'est certains paramètres qui sont associés à un risque plus important de décès prématuré, de complications de la chimiothérapie, notamment néoadjuvante. Et donc, vous voyez qu'il y a le paramètre de l'hypoalbuminémie, de l'ADL, l'IADL, qui sont les questionnaires sur l'autonomie et la dépendance. L'HADS est un questionnaire qui interroge sur les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Et il y a donc, vous voyez, un autre paramètre biologique, il y a 2 paramètres biologiques et 3 paramètres d'évaluation gériatrique dans ce score, qui est la lymphopénie. Donc, en fait, statistiquement, ce score qui s'appelle GVS
à partir de 3, en fait, à partir de 3 anomalies dans ces 5 paramètres, considère qu'il y a un risque important et qu'en cas de vulnérabilité, il est plutôt préconisé de proposer une monochimiothérapie plutôt qu'une bichimiothérapie néoadjuvante, notamment dans le cadre du cancer de l'ovaire. Et l'autre exemple que je vous cite, c'est concernant les cancers ORL, parce que là également il y a eu une grande étude qui s'appelait ELAN, et qui a permis de lister en fait des paramètres également gériatriques qui rentrent en ligne de compte sur la décision thérapeutique. Et là, vous voyez que les paramètres sont un peu plus larges au niveau gériatrique, avec l'antécédent de chute, la pulmonopodale impossible ou inférieure à 4 secondes. Donc là aussi, une dépendance avec un ADL inférieur à 6/6, un mini-COG inférieur à 3/5, un mini-JDS, donc là le test qui identifie la dépression, celui de 1, et puis des problématiques éventuellement sociales que vous voyez sur la droite, qui sont des problématiques d'accès aux soins, d'utilisation des transports ou d'isolement social en fait. Et puis enfin des comorbidités avec un score de Charlson au-dessus de 2 pour les plus de 80 ans ou au-dessus de 3 pour les 70-80 ans. Donc effectivement, à partir du moment où il y a au moins des critères, en fait, le patient est considéré comme entre guillemets unfit, enfin fragile, et va recevoir un traitement adapté. En dehors du traitement de chimiothérapie, il y a aussi des scores de prédiction des complications post-opératoires. Alors ça peut vous paraître un petit peu... j'ai des copies d'écran en fait pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est pareil, c'est sur la base du réaliser cet outil en ligne en fait a été conçu par le collège des chirurgiens américains et permet d'identifier en fait le risque de complications post-opératoires. Donc ça a un intérêt pronostic en fait. Quand on connaît parfaitement l'intitulé de la chirurgie qui est prévue, cela permet en fait d'avoir une indication précise et est-ce qu'il faut faire ou non cette chirurgie qui serait potentiellement indiquée ou ce qu'il ne faut pas effectivement voir s'il y a une alternative le questionnaire. Donc au milieu en fait vous avez les paramètres gériatriques qui prédisent un petit peu les complications gériatriques en fait de la chirurgie que vous voyez ici. Le fait d'utiliser une canne fait partie des critères de fragilité. Le fait d'être indépendant de domicile ou d'avoir besoin d'aide à domicile. Donc quand on a besoin d'aide effectivement professionnelle ou humaine, c'est un critère de fragilité. Donc l'antécédent de chute figure là aussi comme critère de fragilité et l'antécédent de démence ou de troubles cognitifs. Le fait d'être en EHPAD, là par contre, effectivement figure comme un critère de fragilité. Et enfin, le fait d'être capable de donner son consentement seul ou par un tuteur, en fait, c'est aussi un paramètre de fragilité. Donc là, cette fois-ci, je viens de vous les dire, je vais vous faire passer le sondage. Donc, effectivement, l'accompagnement du patient pendant le traitement oncologique est important. On essaye d'anticiper et de prévenir les complications gériatriques post-opératoires. Donc, il y a aussi des recommandations bien précises en fonction du type de fragilité, notamment quand on identifie qu'un patient a des troubles de la marche, et bien post-opératoire, on fera très attention à mettre à disposition du patient un kiné, prise en charge en kiné ou par ergothérapeute quotidienne, vérifier le taux de vitamine D, le supplémenter si besoin. Et essayer de reverticaliser le patient au plus tôt possible en post-opératoire et si besoin avec un accessoire de marche. Et puis bien sûr, s'il y a un déficit sensoriel, bien penser à fournir les appareils auditifs notamment. Enfin, il y a toute une liste d'interventions qui sont recommandées. Alors la problématique, c'est qu'effectivement les traitements des cancers vont induire aussi des fragilités. Et on l'avait déjà identifié dans une étude que Priscille a fait mener basée sur un suivi téléphonique et un suivi en consultation gériatrique. On avait identifié que même des patients finalement qui étaient robustes avant le traitement oncologique devenaient fragiles sur le plan notamment de la survenue de troubles de l'équilibre à 3 mois.
Et ceci est conforté par d'autres publications encore récentes qui montrent que finalement, même au fil du temps, les survivants du cancer ont plus fréquemment des limitations fonctionnelles et de la marche par rapport à la population de même âge, la population générale de même âge. Et donc les traitements oncologiques augmentent notamment le risque de chute et de par notamment la neuropathie périphérique induite par certaines chimiothérapies, ce qui augmente le risque de mortalité également. Les toxicités, en fait, des traitements oncologiques, elles sont recensées par des échelles qui sont validées sur le plan international. Et ces échelles, normalement, effectivement, permettent de graduer la sévérité de toxicité en fonction de l'intensité des effets secondaires. Et dans les dernières versions de ces échelles, qui permettent de grader les toxicités, vous voyez que les échelles ADL, IADL, qui sont des questionnaires gériatriques sur la dépendance et l'autonomie, rentrent en ligne de compte. Et à partir du moment où un traitement oncologique induit une dégradation, une dépendance, en fait, on considère que c'est une toxicité de grade 3, donc c'est sévère, en fait. Et là, malheureusement, c'est assez peu recensé, évalué et tracé. Et donc, on sous-estime, je pense, les toxicités chez les patients âgés, parce qu'à partir du moment où on limite, en fait, les capacités pour les activités des soins quotidiens, ces toxicités sont sévères. Au-delà de la dépendance, beaucoup de traitements oncologiques induisent aussi des troubles cognitifs. Donc, je les ai listés là pour ceux qui sont déjà répertoriés comme ayant des effets connus sur la survenue de troubles cognitifs pendant le traitement du cancer. Et il y a des études en cours qui sont menées pour évaluer si les thérapies ciblées, les hormonothérapies de 2e génération utilisées dans le cancer de la prostate et les immunothérapies n'induisent pas, elles aussi, des troubles cognitifs. Et donc, ça nécessite aussi normalement un suivi au cours du traitement du statut cognitif des patients. Donc, il y a différentes études randomisées qui ont évalué l'efficacité de l'implémentation de l'approche gériatrique et des interventions gériatriques en cancérologie. Qui ont permis d'évaluer notamment bénéfices sur la réduction de toxicité, sur la réalisation complète du traitement, une réduction de la mortalité. Certaines études ont montré une réduction de la durée de séjour, d'autres ont montré une amélioration de la qualité de vie, et d'autres ont amélioré, et beaucoup d'ailleurs, 100%, toutes les études ont montré que globalement, nous avons des interventions efficaces pour améliorer le fonctionnement physique et la mobilité des patients. Et là, vous avez un tableau qui récapitule les 4 grandes études publiées ces dernières années qui montrent effectivement les bénéfices l'efficacité de cette implémentation dans une population, vous voyez, âgée de 65 ans même pour une étude, 70 ans et plus, et qui ont montré différents bénéfices en fait sur les différents paramètres que je viens de vous lister. Et ça, c'est aussi intéressant en termes de santé publique sur le fait que ça peut diminuer la survenue d'hospitalisation non programmée, de passage aux urgences ou d'interruption de traitement, puisque c'est ça aussi l'idée, c'est de le juste soin, de proposer un traitement qui soit faisable, acceptable pour le patient et qui puisse être mené jusqu'au bout, sans altérer trop sa qualité de vie. Donc, pour conclure, vous voyez que l'implémentation gériatrique en cancérologie, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, puisque l'état des lieux actuel fait que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Qu'il y a pas mal de choses qu'on peut adapter le plan personnalisé de soins par des interventions ciblées en fonction du type de fragilité des patients, et que c'est important de réévaluer aussi en cours de traitement, puisque il est important, bien sûr, au départ, de bien identifier les fragilités pour ajuster le projet thérapeutique, mais même en cours de parcours de soins en cancérologie, des fragilités peuvent survenir et qu'il va falloir aussi, idéalement, les prendre en charge pour améliorer au mieux la qualité de vie. Voilà, et donc si vous voulez en savoir plus, il y a différentes possibilités. Donc la première est bientôt, le 22 juin, après-midi, le jeudi 22 juin, la SOFOG, la Société francophone d'oncogériatrie, propose une masterclass spécialement dédiée aux paramédicaux qui permettra justement d'aborder les différents domaines de fragilité dont on vous a parlé ce soir. Et il y a également notre niveau 2 que l'on propose maintenant depuis quelques années,
Donc cette année, ce sera donc c'est sur 3 jours, 2 jours au mois d'octobre et 1 jour au mois de novembre. Cette année, ce sera sur Caen. Voilà, pour du coup approfondir encore une fois vraiment les spécificités, et notamment en gériatrie et en oncologie, bien sûr. Voilà, il y a également un TIU de médecine de la personne âgée proposé par l'université de Caen. Enfin, dans toutes les universités de France, en fait, il y a, puisque c'est un TIU national avec une déclinaison régionale, en fait. Donc, on vous incite également on incite en fait à ce que ce soit effectivement réalisé par le plus de médecins possible, puisque vous voyez que tous les médecins seront pris en charge, enfin confrontés, pardon, à la prise en charge de patients âgés dans leur pratique quotidienne. Et enfin, voilà, donc vous avez également, n'hésitez pas à aller sur le site de la SOFOG et de la Société internationale d'oncogériatrie. Vous avez beaucoup de données, des publications récentes, des informations importantes relatives à la prise en charge des personnes âgées en cancérologie. Et n'hésitez pas, bien sûr, à consulter le site OncoNormandie, la page de l'UCOG, effectivement, où nous avons également mis en place, mis à disposition des brochures, des liens utiles. Alors, quel contact de proximité annuel? Alors, de proximité, donc on reste sur la région normande. Donc déjà, pour ce qui est des lieux où il y a des évaluations oncogériatriques, vous avez déjà sur le site internet, sur notre page UCOG, une brochure et donc une carte qui vous présente les lieux de consultation sur la région. Voilà, et puis voilà, c'est la meilleure façon pour avoir du coup Tu peux éventuellement taper le lien, saisir le lien de la page tout à fait. Coller dans la conversation, pour que ce soit facilité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le site OncoNormandie, on va vous mettre le lien vers la page internet et la page UCOG pour avoir plus de voilà. Alors, faut-il en temps infirmière être IPA pour faire dépistage des fragilités? Alors, donc je vais te laisser répondre, toi. Non, pour le dépistage, pas du tout. Le dépistage, tout professionnel de santé, là, il me semble que la question, c'est pour le dépistage des fragilités. Alors, déjà, pour le dépistage des fragilités, toute personne soignante peut répondre à cette attente. Voilà, faut être sensibilisé, bien sûr, à la gériatrie, comme on l'a fait ce soir. On vous prépare un peu plus, peut-être quand même, pour être au courant de chaque item. Il y en a 8, comme on vous l'a montré. Mais voilà, tout professionnel peut vraiment le faire. On fait des cours en IFSI, on fait des cours aussi auprès d'infirmiers. Et voilà, ces personnes-là sont tout à fait, évidemment, prêtes à répondre à cette attente. Pour les infirmiers libéraux qui rentrent dans le dispositif d'IFPAD, on leur demande une formation en e-learning pour valider voilà, le fait qu'elles ont été aussi sensibilisées pour identifier ces fragilités au domicile du patient. Et voilà, pour le Minicog notamment, avec les tests cognitifs, entre autres. Et pour ce qui est le fait d'être IPA, en fait, c'est la plus-value de l'IPA et davantage sur l'évaluation par exemple en HDJ oncogériatrique, ou alors dans le suivi des patients, puisque ça apporte cette plus-value au niveau des compétences acquises lors du master. Voilà. De rien. Alors, donc, j'essaie de voir un petit peu. Après, ceux qui veulent lever la main ou... Oui, vous pouvez parler ou allumer vos caméras si vous le souhaitez. Je crois qu'on doit autoriser, mais il suffit de lever la main, je pense, pour qu'on puisse le faire. Mais si vous voulez prendre la parole, si vous avez d'autres questions. Je suis désolée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de diapositives en anglais, donc on les a commentées en français, mais je me suis rendu compte en les lisant. J'espère que, dans tous les cas, vous pourrez accéder au replay, puisqu'on nous mettrons à disposition, enfin, nous vous enverrons le lien par internet de l'enregistrement de ce webinaire, si vous voulez relire plus attentivement les références et les différentes informations que nous avons citées. Oui, et puis si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous les poser aussi par mail. On peut les saisir si vous les avez sur notre adresse mail à UCOG, quand vous avez reçu la proposition d'inscription.
Alors, tu as une question. Donc, faut-il faire des évaluations oncogériatriques uniquement avec un oncogériatre ou un gériatre pour nous accompagner? Alors, l'oncogériatre, en fait, ça n'existe pas, pour répondre à la question, sauf à ce qu'un médecin ait la double spécialité. Donc, c'est-à-dire que ça nécessite maintenant de faire un DES. On ne peut pas, en tant qu'oncologue, en tant que gériatre, faire un DESC d'oncologie. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une double spécialité, en fait. Donc, dans certains pays, ça se fait, mais c'est très compliqué. Certains médecins ont pu faire la double spécialité successivement, en fait, hein, donc il faut aimer les études pour en faire beaucoup. En fait, la plupart des gériatres, parfois, font un DU, donc en gériatrie. De la même façon qu'un oncologue, un cancérologue peut faire un DU d'oncogériatrie, le même DU est commun aux deux spécialités, ce qui permet de comprendre le langage de l'un et de l'autre pour pouvoir travailler ensemble. Donc, pour toute la partie évaluation gériatrique et intervention gériatrique, je dirais que tout gériatre peut faire cette partie-là. Après, la partie de pronostic, d'évaluation pronostique des traitements, effectivement, il est certainement préférable que le gériatre ait une formation en oncogériatrie ou en cancérologie, en tout cas pour bien appréhender le type de traitement proposé, les différences entre les cancers, puisque effectivement, les traitements n'ont pas la même toxicité, ne sont pas tous de la même. Il y a des options thérapeutiques différentes en fonction du type de cancer. Donc tout ça, c'est vrai que la connaissance du domaine de l'oncologie est importante pour un gériatre, pour l'étape en fait qui concerne l'évaluation du risque pronostic et de la faisabilité du traitement qui est prévu. Dans la conversation, je me suis permise d'ajouter le lien vers la brochure justement dont on parlait tout de suite sur l'explication de l'évaluation en elle-même pour les professionnels avec le G8 et également la fameuse carte de la région avec les différentes adresses. On essaye de mettre à jour au fur et à mesure que nous avons, voilà. Effectivement, il y a des établissements qui ont parfois, effectivement, qui proposent des évaluations cogériatriques. Mais comme ça dépend effectivement des ressources humaines, parfois elles ouvrent et parfois elles ferment, parfois voilà. Donc la pérennisation en fait de ce type d'activité repose souvent sur une seule personne en fait. Hein. Donc c'est vrai que c'est important de regarder régulièrement sur le site s'il y a des modifications pour voir en fait quels établissements proposent ce type d'évaluation. Alors la question, voilà, en tant qu'IPA, abordons-nous les traitements et leur toxicité? Oui, alors en fait, tout dépend de la place de l'IPA dans cette évaluation cogériatrique. Si l'IPA est au moment de l'évaluation initiale, par exemple en HDJ, en effet, c'est tout à fait là que l'IPA aborde avec le patient le projet thérapeutique, donc le traitement et bien sûr les toxicités. Et dans le cadre du suivi, hein, une fois que le traitement a débuté pour le patient, et bien évidemment, là aussi, le rôle de l'IPA est important au niveau de grâce à ses connaissances, puisque du coup, on évalue avec le patient les toxicités qui sont liées à son traitement. Donc oui, tout à fait. Et donc, est-ce que l'hypermétabolisme est un facteur de toxicité? Alors, bah oui, l'hypercatabolisme aussi lié au cancer, en fait, l'inflammation, en fait, elle existe de par le cancer et on peut le voir aussi selon le niveau de l'inflammation dans les marqueurs sanguins. Il se répercute aussi sur l'état de santé du patient par les paramètres nutritionnels, la dénutrition, l'hypoalbuminémie et la sarcopénie éventuellement, puisque ça conduit aussi à la perte de masse musculaire. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'on évalue tant sur le plan biologique que sur le plan clinique, de l'évaluation. Et bien sûr, tous ces paramètres nutritionnels, on vous l'a dit, en fait, sont associés à un moins bon pronostic et aussi à la survenue de toxicité. Avez-vous un exemple d'évaluation?
Alors, un exemple c'est-à-dire un exemple de compte rendu. Non, c'était quoi? Ouais, qu'est-ce que vous souhaitez précisément? Alors après, si, on a la synthèse, on a éventuellement sur le site internet, on a Oui, la fiche de synthèse qui pourra vous donner un aperçu justement. Je vais essayer de vous la trouver. sur le site internet dans les outils. Alors, je crois que notre Fiche de synthèse, dans les outils, je vous la mets. Je mets le lien, ouais, Ouais, je vous mets le lien, pour ça vous irez dans le voir. chat. Ça, il y a tout le détail en C'est fait de ce que l'on fait. alors, c'est le compte rendu type d'évaluation gériatrique que nous avions. Voilà, comme ça, là, ça vous donnera vraiment enfin, sur lequel nous étions mis d'accord, c'était un consensus régional il y a quelques années, on va dire. et qu'on va Et retravailler. d'ailleurs, oui, qu'on doit retravailler potentiellement la semaine prochaine. Enfin, on va vérifier que toutes les nouvelles équipes, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans cette activité, vérifier que ça convient à tout le monde, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir une fiche synthétique pour l'oncologue, le chirurgien, d'avoir une vue globale assez rapide de une carte d'identité un peu détaillée du patient qu'on a évalué et des propositions qu'on peut faire. Donc, vous avez sur cette fiche que Priscille vient de mettre dans la conversation, le modèle un peu type qu'on recommande. Après, justement faire selon les logiciels informatiques hospitaliers que chacun peut utiliser. Donc, c'est vrai que la mise en page n'est pas toujours tout à fait la même. Enfin, en gros, tous les domaines y sont à peu près, les échelles aussi sont à peu près les mêmes. C'est une question de mise en page après. Donc, je pense qu'il est déjà 21h07. Dans tous les cas, nous vous remercions pour votre participation. Et puis n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contacter ou nous adresser des questions par mail si nécessaire. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.